chapitre donc de One Piece est sorti. Je voulais avertir tout le monde évidemment que le film One Piece Gold évidemment a commencé à être diffusé déjà dans certains cinémas et je voulais vous prévenir donc que le samedi à la séance de 19h30 je serai présent donc au cinéma de Brooker à Bruxelles pour voir donc le film. Je serai présent d'ici je dirais 18h30 en face du cinéma de Brooker donc à Bruxelles pour la diffusion du film One Piece Gold. Donc s'il y a effectivement des Bruxellois ou Belges qui vont donc aller le voir ce samedi, c'est la seule diffusion qu'il y a je pense, eh bien on pourrait éventuellement se retrouver. De toute façon j'ai reposté les infos sur Twitter, je vous conseille donc d'aller checker mon Twitter pour voir un peu le truc là. Voilà, c'est juste pour vous dire ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont français et pensent que je suis français. Je ne suis pas français, je vis en Belgique, donc s'il vous plaît ça sert à rien de m'inviter ou de me demander si je vais au Grand Rex, etc. Non, j'y vais pas, voilà. Bon, concernant ce chapitre-ci, donc on commence avec Sanji, donc suite à sa petite bagarre face à son père, où ses mains donc maintenant sont liées, il ne peut plus s'échapper. Maintenant il y a un petit flashback concernant donc Zeph aussi, qui lui dit bien voilà de faire attention à ses mains qui actuellement donc sont voilà, qui était blessé dans le flashback et qui justement lui dit voilà fais attention, tes mains sont pas faites pour blesser ou se bagarrer, etc. Sous-entendu que ses mains ici sont faites pour cuisiner, parce que justement son enfance, dans son enfance son père lui disait non voilà tu prends des cours pour se battre à l'épée, etc. Voilà, donc comme quoi il y a un opposé total entre son père Judgy et évidemment Zeph, qui considère j'imagine pour lui comme étant son véritable père, ou en tout cas père entre guillemets de substitution, son mentor, son maître aussi, parce que c'est lui qui lui a appris à se battre, mais pas avec ses mains, mais avec ses pieds. Alors je voulais aussi revenir sur un élément comme quoi vous me disiez, vous m'avez dit beaucoup de fois, oui mais tu sais Gonzalo, tu sais peut-être Sanji il sait se battre avec ses mains, rappelle-toi dans l'arc CP9 il s'est battu là contre le chef cuisinier, la machin dans le train, hein, il utilisait des techniques en manipulant ses couteaux. Alors j'ai envie de vous dire un truc à ce propos, c'est que effectivement Sanji l'a fait, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il a été entraîné pour se battre avec ses mains. Je veux dire, vous donnez des couteaux par exemple à Son Goku de Dragon Ball, le mec peut transformer, sans être un cuisinier, il peut utiliser ses couteaux pour être un super meurtrier. C'est normal que Sanji lui-même a des capacités physiques hors normes et déjà habile de son côté cuisinier, c'est normal qu'il arrive à utiliser cela pour se défendre. D'ailleurs de plus c'était surtout pour couper des aliments parce que l'autre adversaire utilisait des nouilles je crois à un moment donné. Donc c'est surtout de ce côté là, c'est pas que Sanji à la base est un expert assassin qui sait se battre avec des couteaux, c'est de par sa nature physiquement très impressionnante et par ses capacités de cuisiner, il arrive à combiner ça pour faire des techniques qui ressemblent justement à des techniques d'un meurtrier qui aurait des couteaux. Mais encore une fois, vous donnez des couteaux à n'importe quel personnage ultra rapide, ultra fort et habile de ses mains, et bah il passerait aussi pour un assassin alors que c'est pas le cas. Voilà, je voulais juste remettre ces petits éléments là donc dans leur contexte. Ensuite nous retournons donc du côté de Pedro et de Brook. Alors Pedro, traître qui travaillerait pour Kaido, c'est encore une idée que j'ai envie de soulever et dont j'ai envie de voir votre avis encore une fois en commentaire. Maintenant ici donc on remarque que Tamago donc qui était présent et qui accompagne également Pudding qui est donc effectivement toujours sur place, c'est pas sur l'île ou sur Whole Cake Island etc. Non, elle est vraiment là encore, ce qui soulève encore la question comme quoi est-ce que c'était prévu, est-ce qu'elle a vendu la mèche et donc elle est restée là et c'est avec Luffy et compagnie elle allait se faire piéger à voir. Peut-être pas parce que le doute plane encore puisqu'elle est entourée effectivement comme je l'ai dit de Tamago et d'autres servants de Big Mom, donc peut-être justement n'a-t-elle pas pu sortir de cette surveillance et du coup elle est contrainte de rester là. D'ailleurs on peut voir dans la case où elle apparaît que celle-ci a l'air bien, a l'air préoccupée, embêtée, tu vois, comme si justement les choses ne s'étaient pas prévues ne s'étaient pas déroulées comme elle l'avait prévu. Donc on peut encore en débattre de ce côté-là. Mais là où je veux en venir c'est que donc Pedro et Brook assistent justement à une discussion et entendent comme quoi tous leurs faits et gestes ont été interceptés. En gros ils sont vus et transparents mais depuis quasiment leur arrivée en fait, ce qui surprend donc ces deux couillons qui ne comprennent absolument rien puisque bon ils étaient censés être là en mode infiltration et tout, mais bon depuis qu'ils sont arrivés voilà leurs faits et gestes étaient contrôlés et même justement ils ont repéré Pedro, ils ont repéré Carotte, ils ont même fait déjà les petites affiches là de recherche là et s'il vous plaît ne me dites pas ouais ils ont fait une affiche pour la recherche etc, c'est un foreshadowing pour le Wanted de Carotte qui va certainement entrer dans l'équipage. Non s'il vous plaît, non, ne cassez plus les couilles avec ça. Donc donc tout leur plan a été carrément vu de fond en comble et de ce fait là je me suis dit que la venue donc de Luffy et compagnie sur l'île où ils sont actuellement, et ben, j'imagine, enfin sur l'île avec les doubles, et bien à mon avis était certainement prévu. Maintenant est-ce que c'est de la faute de Pudding? Je ne sais pas, mais on y reviendra parce que justement il y a un élément par rapport à ça qui est très intéressant à soulever. D'ailleurs à un moment donné tu vois donc Tamago qui parle de Pedro comme s'ils étaient d'anciens coéquipiers, donc ça pourrait soulever encore une fois peut-être l'allégeance finale de Pedro, mais j'en doute vraiment qu'il soit véritablement du côté de Big Mom. Je pense vraiment que s'il n'est pas un allié des Mugi, il doit bosser certainement pour Kaido. Bon, d'une manière ou d'une autre, hein. On verra.
la scène suivante, nous tombons donc sur Capone Gangbetche qu'on n'avait pas revu, qui ici nous montre son gosse, voilà, qui pour le coup, je pensais avait un cigare dans la bouche, mais en fait c'est une tute en forme de cigare. Et pour l'instant, bravo Boda pour avoir inventé cette merde. Non, sérieusement, je déconne, c'est super marrant. Et on découvre aussi sa femme, qui est donc une autre fille de Big Mom, qui ressemble encore une fois beaucoup à Lola. Mais bon, voilà, maintenant c'est obligé, Lola c'est une fille de Big Mom, c'est plus vraiment un secret, hein, donc me dites pas en commentaire, ouais mais t'as pas parlé de Lola, qui est peut-être la fille de Big Mom. On a remarqué, je pense, tout le monde a remarqué, on est à 100% sûr que c'est effectivement bien la fille de Big Mom. Est-ce que Jerry Bonnie est une des filles de Big Mom? Personnellement, je pense pas, parce qu'il a juste fait mention d'une fille qui serait une des filles de Big Mom qui serait partie à l'aventure seule, indépendante, etc. Et la seule qu'on connaît, bah, c'est effectivement, et qui est à 100% fille de Big Mom, c'est Lola, et pas Jerry Bonnie. Maintenant, Jerry Bonnie, est-elle une fille illégitime ou quoi que ce soit? Le doute peut être encore permis, je pense, mais j'en doute. Bon. En tout cas, pour revenir à Capone Gangbetche, le mec donc a eu un gosse, et déjà cette vision de lui se tapant justement cette chose-là et obtenir cette chose-là. Voilà, et puis de toute façon quand on sait que bah voilà, elle était certainement tombée enceinte, voilà, grossesse 9 mois, voilà, tout cela, cette alliance a dû certainement se dérouler voilà, il y a déjà plus d'un an, donc Capone Gangbetche était certainement un allié de Big Mom depuis déjà un petit moment, déjà un long moment même. Et donc on le voit en face évidemment de Pecoms malheureusement qui a été capturé, enchaîné et sur le point de se faire exécuter par Capone. Et on a un petit dialogue assez... allez, je pense qu'il y a un petit sens à trouver là-dedans dans les phrases qu'il a prononcées, dans le sens ne sous-estime pas maman, donc c'est ce que dit Pecoms donc à Becce, juste avant qu'il se fasse buter. Dans le sens où je pense effectivement qu'il dit ça parce que Capone Gangbetche a l'intention de trahir vite fait Big Mom. Mais on peut se poser la question comment, parce que le mec n'a ni les moyens ni la force nécessaire de le faire. Il faudrait qu'il ait en sa possession quelque chose qui puisse remettre en cause, ou remettre en cause la puissance de Big Mom, ou en tout cas quelque chose qui puisse lui mettre la pression, ce qui n'est pas le cas visiblement. Maintenant, c'est un plan peut-être sur le long terme, hein, qui sait, peut-être que Capone cherche à s'infiltrer et rester pendant un long moment, on va dire, servant et esclave, entre guillemets, donc de Big Mom, donc être un de ses hommes de main, mais de la trahir, non pas maintenant, mais dans des... plus tard, beaucoup plus tard, voilà, dans des années futures. Maintenant, bon, comme ça, c'est un peu con, je trouve, comme plan. Maintenant, ouais, effectivement, il peut prendre son temps, mais bon, voilà, comme ça, je pense pas qu'il arrivera à trahir un jour Big Mom. Bon. En tout cas, Pecoms donc tombe malheureusement à la mer avec plein de requins derrière, où il supposait véritablement mourir. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort? Bon, ne soyons pas naïfs, on est dans One Piece. Avant, on se foutait de la gueule de Fairy Tail, où vous tuez jamais personne. Mais One Piece non plus, enfin, One Piece est vraiment un très bon champion aussi dans sa catégorie, puisque dans les flashbacks, c'est en général là que les personnages donc meurent. Mais dans le présent, les personnes qui meurent, ils sont pas si nombreux que ça. Hein. Vous savez, c'est vrai, il y a eu Ace, il y a eu Barbe Blanche, d'accord. Mais bon, en définitive, il y a beaucoup de séquences dans One Piece où des personnages auraient dû mourir, étaient censés crever, mais où c'était pas le cas. Je veux dire, rappelez-vous de Pell par exemple. Pell, le mec d'Alabasta, le faucon là, je sais pas quoi. Il portait une bombe, ça explose et le mec survit et il revient genre en marchant tranquille, tu vois. Normalement quelqu'un qui survit à une explosion qui est censée quand même exploser et détruire toute une ville entière, et ben ne revient pas comme ça debout. Je veux dire, non quoi, non, il n'est pas censé faire ça. Et même, vous pourrez me dire, ouais, il a lâché la bombe, il s'est enfui rapidement. Ok, d'accord, peut-être. Mais bon, là, ici, Pecoms, pour moi, n'est pas mort. Encore. Allez, il faudrait vraiment une confirmation 100% qu'il soit véritablement mort, mais pour moi, ce n'est pas vraiment le cas. Bon. Ensuite, il y avait le passage avec Jinbei, bon, c'est apparu un peu avant dans le chapitre, mais je vous en parle maintenant pourquoi. Alors, Jinbei, c'est vrai, ici, il y a eu de nouvelles dans les journaux comme quoi, voilà, au final, il avait l'intention de quitter Big Mom, mais au final, il s'est rétracté par peur, voilà, de crever ou de perdre un membre, ou peu importe, maintenant qu'il n'a pas quitté Big Mom. Alors, on pourrait dire, ouais, alors il a eu effectivement peur, il ne l'a pas fait, mais comme l'a souligné Brooke, qui a appris la nouvelle, ça correspond pas trop à Jinbei, et j'y crois pas que le gars a eu peur juste pour lui. Je pense pas, le mec était prêt à sacrifier sa vie à Marineford, Impel Down, et juste parce qu'il perd un membre, il va se rétracter ici, de peur de crever, etc. Non, je pense pas. Alors soit la roue a ciblé un de ses proches, et là effectivement donner sa vie ou quoi pour sauver son équipage qu'on a vu justement avant la séquence de la roulette, pourquoi pas, c'est possible. Je veux dire, Big Mom est au courant de tout, donc pourquoi pas de son équipage qui est pas très loin, ce serait logique. Ou alors effectivement, Jinbei a vraiment quitté Big Mom et a véritablement perdu un membre ou quoi que ce soit, je ne sais pas, et c'est soit enfui, soit est toujours dans les parages, mais dans les news qui ont été reportées, eh bien on a juste dit, ouais, Jinbei s'est montré lâche et n'a pas quitté Big Mom. Je veux dire, dans One Piece, les fausses infos, pour sauver un peu les apparences, il y a déjà. Je veux dire, une des filles de Big Mom, justement, avait dit, ouais, mais Big Mom, tous ceux qui ont cherché à la quitter, bah voilà, ils sont toujours morts, on les a jamais revus, etc. Donc peut-être c'est comme ça que Big Mom fait. Même il y a plein de gens qui ont essayé de la quitter, mais ils sont tous morts. Et Big Mom a toujours rapporté la nouvelle, ouais, mais en fait, Jinbei, non, il est encore avec moi, etc. Il n'y a pas de souci, il a jamais quitté. Donc voilà, je veux dire, quand Crocodile a été vaincu, c'était pas le fils qui a vaincu Crocodile. Les infos ont relayé comme quoi c'était la marine qui était
à l'origine de la chute de Crocodile. Vous comprenez? Donc c'est plus ou moins le même principe qu'on pourrait avoir ici. Big Mom qui juste donne la mauvaise info, histoire de sauver un peu les apparences, histoire de conserver cette image voilà, de grand leader, etc. Vous comprenez? Donc le sort de Jinbei, encore une fois, incertain, mais je le vois mal vraiment avoir peur pour lui, juste parce qu'il risque de perdre un bras. Non, non, je le vois pas. Maintenant, effectivement, s'il est resté au service de Big Mom pour sauver son équipage, ou pour une autre raison, eh bien ça sous-entendrait que peut-être plus tard, Jinbei va devoir affronter les Mugi. Bon, Jinbei est un adversaire redoutable, surtout sous l'eau. Donc affronter d'autres Mugiwara entre temps, pourquoi pas? Et puis de toute façon, bon, il n'aura pas le choix en même temps. Je pense que les Mugi sont capables de comprendre aussi pourquoi il est là. Brook l'a déjà fait, donc ça devrait tarder pour le reste. Donc une confrontation vite fait comme ça, pourquoi pas. Bon, ensuite on a le retour de Caesar, enfin César, on n'a pas vu depuis ultra longtemps ici, donc devant Big Mom, qui lui demande donc de reprendre ses expériences pour justement augmenter la taille donc, de sa famille, et donc de procéder à un processus de géantification, un truc comme ça. Gigantification ou géantification? Bon, peu importe, mais en tout cas, donc agrandir la taille en forme de géant donc de sa famille. À l'image donc des enfants sur Punk Hazard. Mais bon, on comprend bien en fait que au final, César a effectivement réussi à le faire, mais il n'y a pas, mais pas sans effet secondaire. Du coup, ses recherches sont ont un peu foiré de ce côté-là. Mais le truc, c'est qu'il était calme avant, il en avait rien à foutre puisque justement il était dans l'ombre de Joker, donc de Flamingo, et il profitait du fric qui lui était envoyé. Donc c'est normal que là il est en stress devant Big Mom qui lui dit bien de montrer les résultats de ses recherches. Et il se gêne pas du tout pour rejeter la faute sur Luffy, comme quoi voilà, c'est à cause de lui, juste au moment où j'allais atteindre mon but, voilà, il a tout détruit à son arrivée, etc. Donc je peux rien faire, il faudrait un nouveau laboratoire, ce que justement Big Mom lui procure grâce au pouvoir donc d'un de ses fils. Un de ses fils donc qui a le pouvoir donc du bonbon, comme quoi il peut créer des bonbons et de même changer l'apparence de nombreuses choses. Donc un laboratoire fait de bonbons, pourquoi pas? De toute façon tu as bien toutes les îles, l'archipel si je puis dire, qui entoure Whole Cake Island qui est fait de bonbons, donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, ce qui est intéressant ici c'est que César n'a pas hésité à rejeter la faute à Luffy, n'a pas hésité à dire que voilà, Luffy c'est lui, c'est ce connard là qui a fait ça. Pourquoi c'est pour moi important? Parce que ça influe sur la question est-ce que César va rejoindre ou non l'équipage. Alors celui qui était le plus proche pour moi de rejoindre l'équipage d'une manière ou d'une autre, c'était pour moi César. Bon, le seul point, le seul X, c'était de trouver un moyen de le rendre un peu plus gentil. C'est vrai qu'il avait aidé vite fait Sanji et les autres quand ils se sont fait attaquer par Big Mom la première fois, mais en dehors de ça, il reste quand même un prisonnier. Il n'a pas vraiment eu le choix. Son rêve de devenir le meilleur scientifique des passés Vegapunk aurait pu devenir une raison logique et valable pour que celui-ci rentre dans l'équipage vite fait. Mais maintenant, comme ça, je le vois sans avoir honte de trahir Luffy, enfin, trahir, il n'a pas non plus prêté allégeance à Luffy, mais comme ça, directement, rabaisser Luffy et rejeter sa faute, ouais, comme ça, visiblement, ça repousse encore une fois pour moi l'échéancier, comme quoi il pourrait éventuellement rejoindre l'équipage. Donc, je ne vois pas pour l'instant rejoindre encore une fois l'équipage, ni Carrots, ni Pecoms même, ni Pecoms. Le seul pour moi capable de vraiment rejoindre l'équipage, c'est Jinbei. Alors, il reste encore cette question réglée concernant le véritable rêve, protéger peut-être les hommes poissons, etc. Mais voilà, c'est pas encore assez concret pour moi. Bref, le mec a environ 2 semaines donc pour préparer ouais, ses recherches, histoire de les montrer à Big Mom. Et dit bien d'ailleurs qu'un des rêves de Big Mom, c'est de donc manger avec toute sa famille autour d'une table, etc. Qui ensuite transformer en géant, tu vois. Et je me posais des questions par rapport justement à cela. C'est vrai qu'au départ, quand on découvrait l'île où était Big Mom, comme quoi il y avait toutes les races du monde, voilà, on a même découvert parmi ces hommes de main qu'il y avait des gnomes. Il y avait des gnomes. Il y a des minks aussi, vite fait, je pense qu'on a vu entre temps, voilà. Il y a toutes les races qui sont présentes. On s'est dit, ah mais Big Mom au fait elle a un bon fond, comme quoi elle est pas raciste, enfin elle est pas contre le mélange d'espèces ou de races présentes dans une île, elle est pas, voilà, tu vois, elle est pas fasciste, enfin peu importe le terme, mais en tout cas la meuf a envie de réunir les gens et de séparer, de détruire donc les différends qu'il y a entre les races, etc. Donc on pourrait penser que c'est un bon fond. Maintenant évidemment c'est Big Mom, vous voyez sa gueule, vous dites certainement qu'elle a un plan derrière la tête. La première fois je me suis dit ah mais en fait elle veut utiliser toutes ces différentes espèces pour créer une sorte de potion géante ou du marmite, elle va tous les bouffer. Voilà, un truc débile dans ce genre là comme les vieilles sorcières dans les anciens contes, tu vois, un truc con. Maintenant bon là elle dit bien encore une fois qu'elle veut manger autour d'une table avec toute sa famille, etc. Bon j'imagine qu'elle comprend aussi les autres, les personnes d'autres races, etc. Comme quoi la meuf elle veut vraiment réunir tout le monde comme pour les protéger. Est-ce que c'est peut-être parce que Big Mom à la base est une personne comme on peut la voir horrible, moche, détestable à souhait, et donc dans son enfance elle a été rejetée à tel point que justement quand elle a grandi elle a décidé d'un jour je vais créer un monde où personne ne sera rejeté comme moi je l'ai été quand j'étais enfant, où tout le monde me prenait pour un monstre horrible, hein, et donc elle fait la même chose justement. Ça pourrait être logique vu de ce côté-là. Et ça rajouterait justement un bon fond, en tout cas un peu de profondeur pardon, à ce Yonko là qu'on découvre à peine. Ce serait plutôt pas mal. Maintenant il faudrait aussi garder en tête que c'est une Yonko, ok, mais c'est pas non plus une meuf très sympa. Big Mom n'a pas hésité à transformer un de ses enfants et à voler l'espérance de vie. Voilà. Donc je pense que même si son rêve c'est de réunir de réunir créer une sorte de pays où il y a toutes les races différentes et au final de réunir sa famille pour qu'il soit heureux, je pense pas que ça se limite qu'à ça. Bon.
Ensuite, donc, pour en venir au fils aîné, donc qui a le pouvoir de transformer les choses en bonbons, eh bien, je me suis dit peut-être que la pudding qu'on a vue était une de ses créations. Peut-être était-ce la vraie, était-ce la fausse, je ne sais pas. De toute façon, ils étaient déjà au courant que Luffy et les autres étaient sur l'île. Donc, de toute façon, que Pudding leur indique d'aller là-bas, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas vraiment un gros problème de ce côté-là. Ça expliquerait peut-être que, justement, Luffy et les autres soient observés constamment. C'est peut-être que cet utilisateur de fruits du démon, donc qui crée les bonbons, peut voir ou surveiller à travers ces bonbons. Même, pour aller plus loin, peut-être que, justement, il est la raison pour laquelle il y a des portes, peut-être, ou même la végétation qui ont l'air en vie. Bon, je sais qu'il a un lien avec les bonbons et pas avec les arbres ou les herbes ou le soleil ou les plantes qui en soi n'ont aucun rapport et qui ont aussi des visages. C'est vrai, mais qui sait? Je veux dire, qui sait, le fruit du démon par exemple de Sugar transforme les gens en bonbons, mais putain de merde, ça impliquait aussi qu'elle-même reste jeune, que les autres perdent la mémoire, etc. Donc il y a des facettes à des fruits du démon qu'on ne peut pas connaître. Maintenant, je ne dis pas qu'il est le seul. À cela, je pense qu'ils sont plusieurs, 2 ou 3 utilisateurs de fruits du démon qui résultent justement à la création d'un pays tout fait en bonbons, avec des portes, etc., qui ont des visages. Donc je pense qu'il y a peut-être donc un deuxième utilisateur de fruits du démon, si ce n'est peut-être Big Mom elle-même, avec le fait qu'elle puisse voler l'espérance de vie, peut-être qu'elle puisse le redistribuer dans des choses inertes, qui sait, je ne sais vraiment pas. Bon. Et ensuite donc on rejoint au final Luffy qui était toujours sur l'île et cette fois-ci présent avec plusieurs clones, plusieurs doubles, on voit qu'il y a 3 Sanji, 2 carottes, voilà, et même une pudding, comme quoi on ne sait pas vraiment comment ça se passe. C'est vrai qu'il y avait ces explications, voilà, il y a la meuf avec le fruit du miroir, elle peut peut-être créer des doubles, mais visiblement c'est pas uniquement de son pouvoir, peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Le doute encore une fois est toujours permis ici. Je doute qu'il y a les vrais membres de l'équipage présents parce que bon, quand on voit leur caractère, ils sont en train de s'énerver, etc. alors que Luffy justement les a attrapés. Non, je pense pas que ce soit les vrais, je pense qu'ils sont tous faux évidemment, mais là on a le vrai Luffy donc. Alors sur ce donc je vous souhaite une agréable semaine, c'était tout pour ce chapitre-ci. Donnez-moi votre avis donc sur ce chapitre, sur les questions qui ont été posées. Est-ce que Jinbei a survécu? Est-ce que Jinbei a perdu un bras? Est-ce que c'était la vraie pudding? Que s'est-il passé donc par rapport à Pecoms? Est-ce que Luffy a-t-il attrapé donc tous les faux? Qui sont ces faux clones? On le saura j'imagine la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable semaine, à la prochaine les gens, et surtout à la prochaine aussi, à ce samedi peut-être pour les gens qui vont peut-être me voir, on va peut-être se voir, ouais, effectivement, pour le film One Piece Gold. Et si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi comment vous l'avez trouvé. Maintenant me spoilez pas évidemment, ce serait con. J'ai hâte de voir en tout cas moi certains personnages, dont un certain Sabo et dont un certain Roblucci. Voilà, ciao ciao les gens.